18 décembre 1944, Ardennes belges. À l'aube, la neige recouvre les collines boisées au sud de Bastogne. Le sol est dur comme la pierre. Le souffle des hommes se transforme en nuages blancs dans l'air glacé. Depuis plusieurs jours déjà, le front américain est enfoncé dans la forêt ardennaise par une offensive allemande d'une ampleur que peu d'officiers avaient anticipée. À cet instant précis, le sergent Ernest Rocky Marsden est allongé à même la terre gelée, légèrement en contrebas d'une crête boisée, à environ 3 km au sud de Bastogne. Marsden appartient à la 101e division aéroportée. Depuis l'aube, sa mission est simple en apparence: observer, repérer les mouvements allemands, identifier les colonnes blindées et transmettre les coordonnées. Mais ce matin-là, ce qu'il voit apparaître lentement à travers le brouillard dépasse tout ce qu'il espérait ne jamais voir. Silhouette massive, forme anguleuse, mouvement lent mais inexorable. 5 chars tigres allemands. Ils avancent avec méthode, en formation dite de chasse, une tactique conçue pour balayer un secteur avant d'engager. Leurs canons pivotent lentement, sondant la ligne de crête, cherchant le moindre reflet métallique susceptible de révéler une présence ennemie. Marsden observe les silhouettes se rapprocher, mais quelque chose juste devant lui capte son regard. Entre les tigres et les lignes américaines, un unique char, un char léger, un M3 Stuart. Il est immobile, sa tourelle est ouverte, et son moteur vient de s'éteindre. À ce moment précis, le sort de ce petit char semble déjà scellé. Le M3 Stuart, entré en service en 1941, appartient à une autre époque de la guerre. Conçu à une période où l'on pensait encore que la vitesse pouvait compenser le blindage, il n'a jamais été destiné à affronter des chars lourds modernes. Il pèse environ 13 tonnes. Face à lui, les tigres allemands en font plus de 54. Son canon de 37 mm, efficace contre des véhicules légers, devient presque dérisoire face aux 100 mm de blindage frontal d'un tigre. Dans les équipages allemands, le Stuart n'inspire pas la crainte. On le surnomme le briquet, parce qu'il brûle vite, parce qu'il explose facilement. Pour certains, il est pire encore, un cercueil métallique. Le jeune lieutenant aux commandes du char tape du poing contre la trappe de la tourelle. Le moteur tousse, une fois, puis s'éteint à nouveau. Les tigres continuent d'avancer. Une estimation simple traverse l'esprit de Marsden. Moins de 2 minutes, c'est tout ce qu'il reste avant que les canons allemands n'aient leur solution de tir. Puis soudain, dans un nuage de fumée noire, le moteur de Stuart démarre. Un rugissement irrégulier rauque. Marsden s'attend alors à voir le petit char faire demi-tour, reculer à toute vitesse et rejoindre les lignes américaines. Mais non, le Stuart avance. Il se met en mouvement, droit vers les tigres. Marsden attrape sa radio, incrédule. Commandant, ici l'éclaireur 27. Un Stuart fonce droit sur 5 tigres. Soit son chef est fou, soit il sait quelque chose que nous ignorons. Pour comprendre ce qui se déroule ici, il faut élargir le cadre. Mi-décembre 1944. L'Allemagne nazie, encerclée à l'est comme à l'ouest, lance sa dernière offensive majeure sur le front occidental. Nom de code, Wacht am Rhein. Objectif, traverser les Ardennes, scinder les forces alliées, reprendre le port d'Anvers. C'est une tentative désespérée. Mais c'est aussi une attaque d'une violence inattendue. Les forces américaines engagées dans les Ardennes sont majoritairement composées de divisions de réserve. Certaines unités sont épuisées, d'autres inexpérimentées. Et tout à coup, les blindés allemands surgissent du brouillard, de la neige
des forêts. À leur tête, les bataillons bourgs. Et dans ces bataillons, un char concentre toutes les peurs, le tigre. Le tigre n'est pas seulement un char, c'est un système tactique complet, blindage massif, canon exceptionnel, optique de précision, et surtout, une doctrine élaborée pendant 3 ans de guerre. Le tigre n'est pas censé combattre de près. Il est conçu pour identifier ses cibles à longue distance, tirer en premier, neutraliser avant même que l'ennemi puisse répondre. Entre 800 et 2000 mètres, c'est clair, il est souverain. Ses équipages ont appris à vivre sans se sentir menacés. Ils avancent lentement, ils occupent les crêtes, ils tirent, l'ennemi brûle, puis ils avancent encore, et ainsi de suite. En face, le Stuart représente une autre philosophie, né pour la reconnaissance, pour la mobilité, pour l'éclairage du terrain. Il n'a jamais été conçu pour engager des chars lourds. Mais en décembre 1944, c'est tout ce que certaines unités américaines ont sous gamin. Alors on envoie les Stuart. Et ils meurent, très vite. En quelques jours, les pertes sont telles que le moral chute brutalement. Le 14 décembre, le commandant du 3e bataillon du 8e régiment blindé écrit dans son rapport: Nos chars légers sont incapables d'affronter les chars lourds ennemis. Les hommes le savent, leur esprit le savent, et leurs nerfs le savent. Certains préfèrent l'infanterie au cockpit d'acier. Ce matin du 18 décembre, un équipage va refuser l'évidence. À la tête du Stuart, un lieutenant de 23 ans, James T. Holbrook. Fils d'agriculteur, mécanicien autodidacte, un homme qui a appris très jeune qu'une machine, aussi faible soit-elle, peut devenir redoutable si on comprend ses limites. Lorsque le Stuart commence à avancer dans le champ couvert de neige, ni ses hommes, ni les Allemands n'imaginent encore ce qui est en train de se produire. À l'intérieur du char, cependant, l'ordre est déjà clair. Holbrook ne cherche pas à fuir. Il ne cherche pas à emporter le combat à la loyale. Il refuse volontairement la logique même de l'affrontement. Au lieu de tenter un impossible duel de canons, il décide de transformer le terrain, la neige et la mécanique de son char en armes. Il se tourne vers son conducteur Eddie Vasquez, un jeune mécanicien de Los Angeles dont le père tenait un garage. Un homme qui, depuis des semaines, s'entraîne en secret avec son chef de char à faire subir à la transmission du Stuart ce que le manuel interdit formellement. Holbrook parle calmement. Protocole de dérive franc, charge explosive. On ne vise pas le blindage, on vise les yeux et les jambes. Son tireur, le sergent Frank Michaels, hésite une fraction de seconde, puis il obéit. À environ 400 mètres, le tigre de tête s'arrête. C'est le char du Hauptmann Klaus Vogel, un vétéran des opérations blindées. 11 chars américains ont été détruits depuis le début de l'offensive. Son chef de pièce ajuste son viseur. À cette distance, face à un char immobile, la probabilité de toucher dépasse les 95%. Mais le Stuart ne s'arrête pas, il fonce. Et à 50 mètres du moment où le tigre s'apprête à tirer, Holbrook crie dans l'intercom « Maintenant !» Vasquez agit simultanément sur l'embrayage, la boîte de vitesse et les freins de chenille. Et le Stuart glisse de côté, dans un mouvement que les artilleurs allemands n'ont simplement jamais appris à anticiper. Le coup part, l'obus traverse l'espace où se trouvait le char, une demi-seconde plus tôt. Le souffle du projectile traverse l'air avec une détonation sèche, métallique, presque irréelle. Sur la peau des hommes dans le Stuart, le choc est ressenti comme une gifle invisible. Ils sont encore vivants.
Dans le tigre de tête, quelque chose vient de dysfonctionner dans l'esprit de l'équipage. La philosophie du tir allemand repose sur une idée simple. Les cibles obéissent à des trajectoires prévisibles. Les chars se déplacent en ligne, accélèrent lentement, corrigent leurs axes, mais celui-ci, non. Il brise les règles mentales du combat mécanisé. Il vire, il revient, il glisse, et chaque changement de direction est irrationnel, imprévisible, à peine humain. Holbrook sait qu'il n'a que quelques secondes d'avance. Le tigre recharge. Son canon peut tirer toutes les 8 à 10 secondes. Il faut exploiter le chaos avant qu'il ne se transforme à nouveau en système. Hurlant dans l'interphone, « Maintien l'erratique, ne répète jamais 2 fois la même trajectoire ». Le Stuart devient un insecte furieux dans un champ de tir, conçu pour des cibles lentes. Son moteur continental hurle à pleine puissance. La neige est projetée en gerbes épaisses derrière les chenilles. Les tigres tirent. Un deuxième obus tombe à moins de 10 mètres, puis un troisième. Chaque fois, quelques fractions de secondes sauvent l'équipage. À 600 mètres, Holbrook ordonne. Feu! Le bruit du canon de 37 mm est aigu, presque dérisoire comparé aux détonations allemandes. L'obus explose contre la coupole du commandant du tigre de tête. Il n'y a aucune perforation, mais ce n'est pas le but. La coupole est brisée, les optiques sont arrachées, le périscope vole en éclats. À l'intérieur du tigre, la tourelle s'emplit soudainement de verre et de fragments métalliques. La vision du char disparaît, un monstre aveugle. Mais Holbrook ne ralentit pas. Il sait que s'il s'arrête, il meurt. Maintenant, il pointe à l'autre tigre. Deuxième à gauche, Vasquez vers mon cap, 300 mètres. Se rapprocher est une folie, mais ne pas le faire est une mort certaine. À courte distance, quelque chose devient enfin possible. Le tigre tente de se repositionner. Il recule comme on le lui a appris. Holbrook anticipe. Il force le Stuart à dériver encore plus violemment. À un instant, le char américain bascule presque sur une seule chenille, puis retombe dans la neige. La trajectoire se referme, le tir part. L'obus frappe juste derrière la roue dentémotrice. La chenille se détend, puis cède. 54 tonnes sont désormais immobiles, le tigre est vivant, mais neutralisé. À partir de cet instant, l'engagement change de nature. Les équipages allemands cessent de penser en système. Ils commencent à réagir en hommes. Et les hommes paniquent, les coups partent trop tôt, trop tard, trop haut. Holbrook continue de forcer l'axe, à tourner autour, à menacer. Le 5e tigre fait alors demi-tour. La neige est couverte de traces de chenilles, de débris d'optique, de douilles givrées. L'air est saturé d'odeurs de poudre. Le combat a duré 17 minutes. Lorsque le sergent Marsden rejoint enfin le Stuart, le char est arrêté sur une petite élévation. Le compartiment moteur fume, les hommes sont silencieux, leurs mains tremblent. Ils ont tiré 23 obus, touché 11 fois. Objectivement, aucun tigre n'a été détruit, mais 2 sont immobilisés, 3 aveuglés, et 5 ont quitté le champ de bataille. Les officiers américains comprennent que quelque chose vient de se produire. Pas seulement un exploit individuel, une faille doctrinale. Le capitaine Theodore Walsh interroge Holbrook le lendemain. Et dans son rapport, il écrit une phrase qui va changer la manière américaine de penser la guerre blindée. Ce combat ne contredit pas la supériorité technique du tigre. Il démontre simplement qu'une supériorité pensée à l'avance peut devenir une faiblesse mortelle. Le tigre tourne lentement. 60 secondes pour faire un tour complet à la main. 20 secondes avec assistance hydraulique. Mais un Stuart qui change de direction toutes les 3 secondes devient mathématiquement imprenable, à courte portée. Le compte-rendu du combat n'est pas diffusé immédiatement. Il passe d'abord par l'échelon du renseignement tactique, puis par les officiers mécaniciens, avant de remonter jusqu'au commandement divisionnaire. Sur le papier, les faits sont secs. Aucune envolée, aucune grande phrase, uniquement une liste. Distance approximative d'engagement,
nombre de coups tirés, impact constaté, temps entre les manœuvres, réaction ennemie, pertes chimiques et mécaniques. Mais derrière ce langage administratif se trouve une chose que beaucoup sentent intuitivement. Quelque chose ne cadre pas. Les doctrines classiques enseignent que un char léger ne survit pas dans un affrontement contre des chars lourds. Il ne provoque pas de retraite, il ne perturbe pas une unité blindée complète, et pourtant, c'est précisément ce qui vient de se produire. Lorsque les équipes d'évaluation inspectent la zone après la retraite des tigres, elles relèvent plusieurs éléments vérifiables. Les optiques détruites ne sont pas des dégâts mineurs. Chaque périscope brisé signifie impossibilité de viser correctement, perte de coordination visuelle, dépendance totale aux ordres radio. Or, en 1944, les transmissions allemandes sont déjà perturbées par le brouillage allié, endommagées par le froid et fragilisées par la fatigue des opérateurs radio. Un char aveugle est un char qui hésite et un char qui hésite devient vulnérable même sans être détruit. Dans les archives internes, l'épisode est classé sous un simple intitulé « Engagement asymétrique contre blindés lourds ». Pas de nom, pas de légende. Mais les écoles de blindés étudient les schémas. Elles constellent les cartes de flèches, elles modélisent les trajectoires, elles chronomètrent les changements de direction, et un terme apparaît dans les rapports. Invalidation comportementale de la solution de tir adverse. En clair, le tigre n'échoue pas parce qu'il est faible, il échoue parce qu'il combat un ennemi qui refuse de se comporter comme une cible. À partir de 1944, les tigres ne disparaissent pas du jour au lendemain. Ils restent dangereux, terrifiants même. Mais ils cessent d'être invincibles, ils sont vulnérables à des essaims, à des frappes coordonnées, à des leurres, à la saturation du champ visuel. On arrête progressivement de les affronter frontalement, on les contourne, les immobilise, on les brouille, la guerre ne cherche plus à vaincre le tigre, elle l'épuise. La Seconde Guerre mondiale est souvent racontée comme une guerre de machines, de chars, de chiffres, de tonnes d'acier. Mais elle est avant tout une guerre d'esprit, d'intuition, de décisions humaines prises au bord de l'abîme. Ce jour-là dans la neige, ce n'est pas un char léger qui a défié des monstres d'acier. C'est un homme qui a refusé d'entrer dans la logique de sa propre mort. Il n'existe pas de statut pour Railbrook, pas de rue à son nom, pas de promotion militaire. Mais à chaque fois qu'un pilote, qu'un tankiste, qu'un commandant choisit la manœuvre plutôt que l'impact, choisit l'angle plutôt que la ligne droite, une petite part de cette bataille oubliée continue à vivre.